Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Pierre Elec. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo où nous allons continuer dans la lancée de la dernière fois où l'objectif était d'afficher un écran de couleur uniforme. Donc, je rappelle, la dernière fois, on avait commencé à coder la partie VHDL et on avait déjà écrit deux parties, une partie qui était la déclaration des bibliothèques et une partie qui était l'entité avec la déclaration des entrées et des sorties du composant. Donc, on avait aussi commencé à décrire l'architecture avec la partie qui était située entre euh, architecture et begin. Et du coup, j'avais dit qu'on continuerait dans une prochaine vidéo la description de l'architecture. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et normalement, à la fin de cette vidéo, on aura un code qui sera fonctionnel, qui aura toutes les fonctions nécessaires pour pouvoir afficher un fond d'écran de couleur uniforme. D'accord? Donc, au passage, je rappelle que le code qu'on a écrit au cours de la vidéo précédente, il est disponible au niveau de liens que j'ai mis dans la description de la vidéo précédente. Donc, vous pouvez récupérer ce code. Et pour les autres vidéos, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo d'introduction, tout le compte qu'on va faire à chaque fois, il va être disponible dans la description à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, donc on va continuer vraiment ce qu'on a fait dans la vidéo précédente et du coup on y va sans plus tarder. Alors voici ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir comment déclarer et affecter un signal. On va aussi voir comment créer un process avec sa liste de sensibilités et donc ça va nous permettre aussi de voir comment détecter le front montant d'un signal. On va aussi voir comment manipuler deux structures de contrôle, celle qui est avec if, else, et puis la structure de contrôle when, else. Et puis bien sûr, on va voir aussi comment affecter une sortie, puisque à la fin, le code sera fonctionnel. Donc voici le code qu'on avait réalisé la dernière fois. On était arrivé à la partie entre architecture et begin où on avait déclaré des constantes. Donc, pour revenir sur ce qu'on avait fait, donc on a déclaré la partie librairie et la partie entité. Et en fait, en faisant ça, schématiquement, voici ce qu'on a fait. On a déclaré en fait une boîte noire avec donc les entrées clock, reset et les sorties RGB et V5H5. Donc là, j'ai mis des traits avec 4 dessus pour indiquer que les sorties RGB sont sur 4 bits chacune. Donc maintenant, nous, on va s'attacher à décrire l'architecture qui correspond en fait au fonctionnement interne du composant. Ok. Euh, D'abord, on va chercher à affecter une valeur à V5 et H5 parce que ce sont les sorties les plus difficiles à affecter. Parce que j'avais dit que RGB, donc ce sont des valeurs, c'est des sorties, pardon, auxquelles on peut donner des valeurs arbitraires selon la couleur que l'on veut. Alors que V5 et H5, ce sont des sorties qui vont devoir euh, passer à 0, parce qu'elles sont par défaut à 1, donc en fonction d'une certaine temporalité. Donc c'est exactement pour cela qu'on avait commencé à déclarer ces constantes, parce que euh, j'avais parlé d'un cycle de synchronisation, et il y avait un tableau où ces différentes valeurs étaient données. D'accord? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que en fait, ces valeurs sont données pour un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 25 MHz par pixel. Donc cette donnée nous intéresse parce que ça veut dire que on va passer d'un pixel à un autre avec une fréquence de 25 MHz, ce qui va nous permettre de nous repérer au niveau de la matrice de pixels que constitue l'écran et donc de savoir quand est-ce qu'on est à la fin d'une ligne ou à la fin de l'écran et in fine d'affecter une valeur à V5 et H5. Donc il faut savoir aussi que euh, la carte Nexus 4 donc, délivre seulement une fréquence de 100 MHz. Donc la première étape, ça va être
de constituer une horloge de 25 MHz. Et il faudra se débrouiller avec l'horloge de 100 MHz de la Nexus 4 pour fournir les 25 MHz. Du coup, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un diviseur d'horloge. Donc, le principe d'un diviseur d'horloge, c'est comme un petit composant interne, d'accord, qui va prendre en entrée donc l'horloge qu'on lui donne, le clock à 100 MHz et donc le reset aussi, et qui va sortir donc euh, une horloge, d'accord, de 25 MHz, d'accord? Donc 25 MHz. Ok. Du coup, déjà en faisant ce schéma-là, on remarque que euh, on a une donnée qui n'aura de présence qu'à l'intérieur du composant et on peut déduire que cette donnée, ça va être un signal. Donc on peut dire retourne dans le code et faire un et déclarer un signal, d'accord? On le fait tout de suite. Donc pour déclarer un signal, il faut commencer par le mot-clé signal et après on donne un nom à notre signal, avec notre signal. Moi je l'appelle clock25 et comme je le fais souvent, je le fais suivre de underscore s pour bien repérer que c'est un signal. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut mettre les deux points et donc ici c'est un signal, c'est pas un port, donc il n'y a pas besoin de dire si c'est une entrée ou une sortie. Et donc on peut passer tout de suite à la déclaration du type de signal. Donc on a le choix entre standard logic vector ou integer, comme on l'a déjà dit. Donc là c'est une horloge, donc c'est-à-dire que c'est un signal qui va qui va varier entre 0 ou 1, et donc c'est une signation en bit, c'est un standard logique. Ok. Et du coup, voilà. Donc si on veut l'affecter tout de suite pour donner une valeur de départ, on peut mettre deux points égales euh, en ouvre les guillemets 0. Mais bon, ça, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas une façon propre de faire. Une façon propre de faire, c'est de mettre un signal reset qui met, qui va affecter le signal donc dès le départ. Mais bon, on peut laisser comme ça. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc je vous ai dit ça, mais je vous ai pas expliqué le principe de diviseur d'horloge. Alors, pour vous expliquer ceci, je vais d'abord utiliser un chronogramme. Donc, imaginons que donc ça c'est le chronogramme avec une fréquence de 100 MHz. D'accord? Donc on a 100 MHz ici. Et ici on veut une fréquence de 25 MHz. Donc déjà, donc l'idée ça va être euh, donc comme je vous ai déjà dit, donc dans le nom il y a le diviseur, donc de diviser. Et donc pour passer de 100 à 25, il faut diviser par 4. D'accord? Donc il y a plusieurs manières de faire. Euh, donc la première manière qu'on va utiliser, ça va être déjà, par exemple, on compte une période et donc au bout de la quatrième période, donc on fait le signal en bas passer à 1. Donc je vous montre. Par exemple là, donc jusque ici, on a une période. Donc le signal donc à 25 MHz va rester à 0 parce qu'on n'a pas 4 périodes. En deuxième période ici, troisième période ici, et puis on arrive à la quatrième période, donc le signal va passer à 1 et va redescendre, d'accord? Ensuite, donc on va continuer le comptage. Donc on aura une période ici, deuxième ici, troisième ici et quatrième ici. Si je me suis pas trompé. Donc une, deux, trois, quatre. Du coup, on passe encore donc à 1. Pardon, je me suis monté un peu haut, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Et on redescend à 0 et on continue comme ça. D'accord? Donc une autre manière de faire aussi, donc ça va être de compter les fronts montants. D'accord? Donc là encore, si on veut diviser par 4, on va compter 4 fronts montants avant que le signal passe à 1. Donc, et ensuite, on passe à 0.
Alors, euh, donc là, on a un front montant, donc on reste à 0, un deuxième front montant, troisième, quatrième, on passe à 1 au quatrième, et on redescend tout de suite. Ensuite, on continue le comptage, 1, 2, 3, 4, et on passe à 1, voilà, on continue comme ça. Donc on peut aussi le faire avec les fronts descendants, mais vous avez compris le principe. Donc, alors on va vérifier tout de suite ici si on a le résultat voulu. Donc le résultat voulu, c'est de diviser par 4. Et donc là, donc pour la première méthode, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 périodes. D'accord? Et là, on en a 2. D'accord? Et du coup, on voit que donc si on divise 9 par 2, du coup, ça fait un peu plus de 4. D'accord? Euh, et du coup, on a le résultat voulu, on a divisé par 4. D'accord? Pareil ici. Donc, si on compte les fronts montants, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on en a juste 2. Donc, ils sont ici. Donc, on prend mes fronts montants ici, un deuxième front montant ici. Donc, on a bien réussi à diviser par 4. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va faire quand on fait un diviseur d'horloge. Donc, euh, du coup, on va retourner au schéma. Non, on n'a pas besoin. On va retourner au code et je vous montre comment on fait ça dans le code. Alors, donc pour déclarer euh, un diviseur d'horloge, on va faire ce qu'on appelle un process. Donc là, vous ouvrez grand les oreilles parce que je vais vous montrer comment faire un process. Donc un process, c'est quoi? Donc c'est une espèce de structure à l'intérieur du code VHDL qui va euh, avancer en fonction du changement de certains signaux. Donc ces signaux sont placés, enfin de certaines variables plutôt. Ces variables sont placées dans ce qu'on appelle une liste de sensibilité. Donc cette liste de sensibilité, donc c'est elle qui va être entre parenthèses juste après le process. Donc si on regarde le schéma que j'ai fait, donc la liste de sensibilité, donc ça va être clock et reset. D'accord? Donc c'est ces deux signaux-là dont les changements vont importer pour la suite du process. D'accord? Donc clock, reset. Voilà. Ensuite, pour ouvrir le process, il faut mettre le mot-clé begin. Et enfin, moi je recommande de le fermer tout de suite pour ne pas oublier. Donc, comme je le fais d'habitude pour les autres structures. Donc, et donc là, pour fermer, on met end process. D'accord? Donc, pas oublier le point virgule. Alors, la règle dans un process, c'est euh, d'abord de décrire le fonctionnement du process s'il y a un changement de signaux qu'on appelle asynchrone, puis en fait de déclarer le comportement du process si on a un changement des signaux synchrones. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un signal synchrone et un signal asynchrone? Donc, un signal asynchrone, c'est un signal dont la modification va être prise en compte tout de suite. Dès lors que le signal est changé, euh, il y aura une conséquence immédiate sur le process. Et à côté, on a les signaux synchrones, pardon. Ce sont des signaux qui peuvent être modifiés, mais euh, dont la modification ne va être prise en compte que par rapport donc, à ce qu'on appelle une horloge. D'accord? Par exemple, ça peut être sur le front montant de l'horloge, ou bien sur le front descendant, mais aussi prise en compte sur les niveaux, niveau haut, niveau bas. Donc voilà. Donc ici, notre signal asynchrone, c'est le reset, parce que dès que notre reset ici va passer à 1, dans ce cas, c'est-à-dire que on va remettre à 0 le processus, d'accord? Enfin, on remet à l'état initial plutôt. Donc on commence par le décrire tout de suite, et c'est comme ça aussi que je vais vous introduire la structure de contrôle if. Donc pour utiliser la structure de contrôle if, on commence par écrire if. Après, donc là c'est if reset est égal à 1. Dans ce cas, ça se traduit par then en anglais. Then, alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir, dans ce process, donner une valeur à clock 25, donc underscore s.
Donc clock 25 underscore s. Donc on va le remettre à 0. D'accord? Voilà. Donc ensuite, on va voir le reste après. Donc pour le if, quand on commence une structure if, il faudra la terminer toujours par end if. Et moi, je propose encore une fois de le mettre tout de suite le end if pour ne pas oublier. Alors, donc comme j'ai dit, il faut décrire le comportement si il y a une modification du signal reset, mais aussi s'il y a une modification du signal clock. D'accord? Du coup, c'est ce qu'on met dans le else, dans else if. Alors, pour dire qu'on prend en compte le front montant, alors il y a deux façons de faire. Je vais vous les donner tout de suite, mais je vais utiliser qu'une seule. Celle que je vais utiliser, c'est la suivante. Donc, pour dire front montant, c'est rising edge, underscore edge. Et ensuite, on met le signal dont on veut considérer le front montant. Donc ici, ça va être le clock. Donc si on a un front montant du clock, then. Donc on dit ce qu'on veut faire. L'autre façon de faire, c'est de mettre else if clock, on met le petit accent event, and clock égale à 1. Then. Donc voilà, ça c'est aussi une autre façon de faire. Mais bon, ça je vous montre pour votre culture générale, mais moi je vais utiliser que ceci, et donc j'efface tout de suite la deuxième ligne. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que j'ai décrit dans le chronogramme? J'ai dit que on va compter, euh, donc là ça va être 4 fronts montants du coup, on va compter 4 fronts montants avant de faire passer le signal clock à 1. Du coup, on voit que on a besoin d'un signal en plus qui est un compteur, et du coup, comme c'est un signal qui est interne, du coup, ça va être ce qu'on appelle en VHDL un signal, et moi je vais le déclarer tout de suite, donc, et je l'appelle CPT pour compteur. J'ai mes deux points, et là encore il faut déclarer le type. Donc là, donc c'est un compteur qui va devoir compter 4 valeurs. Mais si on commence à 0, donc ça veut dire qu'on va aller de 0 à 3. Si on commence à 1, on va de 1 à 4. Mais du coup, on n'a pas l'habitude de commencer à 0. Du coup, je déclare donc un compteur de type entier. Donc pour entier, c'est integer. D'accord. Après, il faut savoir que les entiers, en fait, par défaut, sont déclarés sur 32 bits. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre, on peut compter jusqu'à beaucoup avec 32 bits. Et du coup, pour optimiser l'utilisation de la mémoire, quand on déclare un entier, on va déclarer l'étendue des valeurs qu'on veut utiliser. Et pour faire ceci, on utilise le mot-clé range, d'accord? On dit qu'on commence à 0 et on va jusqu'à 3 dans notre cas, d'accord? Comme ça, ça va nous suffire à compter 4 valeurs. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on met le point virgule et on a fini de déclarer notre compteur. Alors, on repasse à notre process. Du coup, ça nous permet de compléter la première ligne. Donc, si on a un signal de remise à 0, on va aussi remettre à 0 le compteur. Du coup, on peut affecter le compteur de 0 aussi. Pardon. Donc, ici, vous voyez que je n'ai pas mis de apostrophe pour entrer le 0 parce que c'est un entier. Et donc, contrairement au signal de type logique, ils ne sont pas à mettre entre guillemets. D'accord? Donc, alors, on continue avec d'autres cas. Ne pas oublier le point virgule à la fin. Ok? Donc, si on a un front montant, qu'est-ce qui se passe? Donc, si on a un front montant, il faudra compter. D'accord? Donc, par habitude, donc là, on va encore faire, donc on va faire une espèce de if imbriqué. D'accord? On ouvre encore un if. Du coup, je propose de mettre un if tout de suite. Donc, alors par habitude, donc on commence par traiter les situations particulières, d'accord? Et puis après, on décrit ce qui se passe euh, sinon dans la situation la plus courante. Par exemple, là, ça va être de passer à 1
seulement lorsqu'on est arrivé donc ici à 3. D'accord? If le CPT donc égale à 3, alors dans ce cas, donc ce qu'on va faire, c'est que notre clock25 underscore s donc va prendre la valeur donc 1. D'accord? Et notre compteur, on va le remettre à 0. Ne pas oublier cette étape. Sinon, le compteur va s'incrémenter sans arrêt. Il va atteindre des valeurs qu'il ne peut même pas atteindre, puisque là, il peut atteindre jusqu'à des valeurs entre 0 et 3. Donc là, ne pas oublier de remettre le compteur à 0. Et puis, donc si on n'est pas dans cette situation particulière, on va traiter la situation la plus courante. Donc c'est-à-dire que dans le reste des cas, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer à incrémenter notre compteur, donc de plus 1 à chaque fois, donc CPT plus 1. Et notre horloge de 25 MHz va rester à 0, pardon. Ok, voilà. Et donc, ainsi, ne pas oublier le point virgule, on a fini de faire notre diviseur d'horloge. D'accord? Donc, pour faire les choses plus proprement, donc, je vais faire des parties. Donc, une fois qu'on a fait ça, on aura notre horloge de 25 MHz en sortie. Donc, et donc, on a dit que ça, c'est un signal qui va nous permettre de nous, de nous situer au niveau de la matrice de pixels. Donc, la deuxième chose qu'on va devoir faire, ça va être de faire une espèce de compteur de pixels. Et donc, on y va tout de suite. Donc, compteur de pixels. Donc, là, je donne le nom tout de suite. OK. Donc, compteur de pixels. Donc, ok. Voilà. Alors, le compteur de pixels, c'est une espèce de process qui va nous permettre, qui va permettre de nous dire à quel pixel on sera au niveau de la matrice de pixels. Et donc, en fonction des coordonnées horizontales et verticales qu'on va appeler ici hcord et vcord. D'accord? Donc, ça, c'est des nouveaux signaux qu'on va devoir déclarer. Donc, signal, donc hcord. Donc, ça, c'est pour la coordonnée donc, horizontale. Et vcord, donc ça, c'est ce que je vais donner pour la coordonnée verticale. D'accord? C'est comme ça que je nomme mes signaux. Alors, donc, au niveau de notre écran, je rappelle qu'on a des limites. Et donc, pour la coordonnée verticale, ici, on avait dit que c'était un écran qui allait jusqu'à 480 pixels. D'accord? Et pour la coordonnée horizontale, c'est jusqu'à 640 pixels. D'accord? Donc là encore, je vais donner donc, comme type integer. D'accord? Ça va nous faciliter la vie. Et encore une fois, donc pour optimiser l'utilisation de la mémoire, on va faire compter sur une certaine flèche. Alors, donc là, comment on compte jusqu'à 0? Donc, pour la valeur horizontale, on a dit que il y avait 640 pixels, donc on peut mettre 639. D'accord? Et pour la valeur verticale, donc ça va être de 0 jusqu'à 479. Voilà. Donc, et après, c'est ces signaux qu'on va devoir donc affecter pour savoir où se situe le pixel qui est en cours de traitement. D'accord? Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit donc au niveau du schéma pour le compteur de pixels. Alors, ça va être encore un composant. Donc, on va le mettre là, par exemple, qui va utiliser donc cette horloge de 25 MHz, d'accord, et qui va utiliser ce reset donc pour générer donc les deux signaux qu'on vient de déclarer, qui sont donc H5. Donc moi, je vais juste écrire hcord, pardon, et vcord.
d'accord, H et B. Ok, donc on retourne au niveau du code. Alors comme moi j'ai déjà écrit le code et comme la vidéo est déjà assez longue, là on comprend tout de suite, euh, donc comme on a un reset et un clock, qu'on va devoir encore faire un process, d'accord? Du coup, je vous fais juste un copier-coller de ce que j'ai déjà écrit et je vous explique tout de suite. Donc, comme vous voyez, donc comme je l'ai mis dans le schéma, euh, on prend l'horloge de 25 MHz et le reset. Donc c'est exactement ce que j'ai mis dans la liste de sensibilité. D'accord? Et le but, ça va être d'affecter donc H-cord et V-cord. Et donc, c'est ça qui voudra être euh, dans les deux cas que j'ai déjà dit. Donc, premièrement, on décrit ce qui se passe lorsque c'est le signal asynchrone qui va changer de valeur. Et après, on décrit ce qui se passe quand ce sont les signaux synchrones qui vont changer de valeur. Donc, c'est le deuxième cas qu'on a ici. OK? Euh, donc, quand le reset est à 1, donc on remet tout à 0, c'est-à-dire qu'on repasse au pixel en haut. Maintenant, dans le cas où on est sur un front montant de l'horloge de 25 MHz, cette fois-ci, euh, il faudra, dans ce cas, passer au pixel suivant. D'accord? Parce que je vous dis que le passage d'un pixel à un autre se fait sur une fréquence de 25 MHz. Et donc, avant de pouvoir passer au pixel suivant, il faut déjà évaluer une première chose, c'est si on est à la fin de la ligne. Donc, c'est ça qu'on fait en regardant donc si hcord est inférieur à TSH. euh, donc, TSH, je rappelle, c'est euh, une valeur qu'on a déclarée ici et qui est la longueur de la ligne de pixels. D'accord? Donc, si c'est inférieur à cette valeur, dans ce cas, euh, on peut passer au pixel suivant. Mais si ce n'est pas le cas, dans ce cas, ça veut dire qu'il faudra passer euh, à la ligne d'après. Mais tout d'abord, il faut vérifier si la ligne d'après, enfin s'il y a une ligne après, c'est-à-dire si on n'est pas à la fin de l'écran. Et donc si on n'est pas à la fin de l'écran, donc on peut bien passer à la ligne d'après et donc au premier pixel de cette ligne d'après. Et bien sûr, si ce n'est pas le cas, donc on a déjà traité tous les cas possibles, donc ce cas, c'est-à-dire qu'il faudra repasser donc au premier pixel de l'écran en haut à gauche. Donc voici comment on fait notre compteur de pixels. Donc, une fois qu'on a fait ça, cela va nous permettre donc de savoir où on en est au niveau du pixel. Mais cela va donc aussi nous permettre de savoir où sont les trois faisceaux qui vont affecter une couleur à chaque pixel. Et donc, euh, ça va nous permettre d'affecter une valeur donc, à H5 et V5. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ça va nous permettre aussi de savoir euh, quand on est dans la zone visible de l'écran et quand on n'y est pas. Donc. Et du coup, donc on va s'attacher à écrire de la suite du code pour, pour donner ces comportements. Alors, donc au niveau euh, du schéma, donc c'est comme si encore une fois, on reprenait ces, ces deux informations de sortie, d'accord, et qu'on avait un composant qui va questionner euh, donc la valeur de H-cord et V-cord, d'accord, euh, pour dire est-ce que V5 passe de 1 à 0 et pareil pour H5, d'accord, pour dire est-ce qu'on est à la fin de la ligne ou à la fin d'écran. Donc, voici comment ça se comporter. Donc on va voir comment on décrit ça au niveau du code. Donc ça va me permettre ainsi d'introduire la structure de contrôle when. Donc pour utiliser la structure de contrôle when, donc d'abord, la première chose à faire, ça va être d'affecter notre sortie. Donc ici, je vous rappelle que ça va être H5 et V5. Donc on commence par H5. Donc pour le signal d'affectation, c'est une flèche vers la gauche et on lui donne la valeur. Donc là, le but, c'est de le faire passer de 1 à 0. Du coup, on lui dit quand est-ce qu'il va passer à 0. Donc H5 va prendre la valeur 0
Et puis, c'est là qu'on met le when. Alors, je rappelle que donc, pour passer à la valeur 0, il y avait d'abord une période qui correspondait donc à la période du visible, donc c'était disp ici, d'accord. Et ensuite on a une période le donc avant le pulse de synchronisation pour dire où le signal n'est pas visible. Donc il faut ajouter en plus cette période. Donc là c'est le front Porsche, d'accord. Donc when, donc en fait c'est hashcord et supérieur, donc strictement à ça, mais aussi inférieur donc à ce même truc auquel on ajoute la durée pour un plus de synchronisation. Donc je l'avais appelé TPW. Ok. Donc voilà. Donc on va mettre ça entre parenthèses. D'accord. Et donc sinon, donc pour dire dans le cas contre cas, qu'est-ce qu'on fait? Donc H5 va prendre la valeur 1, puisque dans les autres cas, elle est à 1. Et après, on met un point virgule. Non, pardon. Là, c'est un when. Du coup, sinon c'est 1. Voilà. Oui, pardon, il y a une erreur. Donc, parce que c'est si hashcord donc, est inférieur ou égal. D'accord? Donc, voilà. Et après, donc, vous avez compris, c'est le même principe pour le V5. Du coup, moi, je vais juste faire un copier-coller. Donc, hop, voilà. Ok. Donc ensuite, donc j'ai parlé d'un signal visible, d'accord? C'est un signal qui va nous dire quand est-ce qu'on est dans la zone visible. En fait, vous n'êtes pas obligé de générer ce signal, hein, mais c'est un signal que je vais ensuite utiliser pour dire en fait d'afficher une couleur, donc RGB, si on est dans la zone visible, sinon on n'affiche rien du tout. D'accord? Du coup, ça va être encore un composant ici qui va prendre donc encore ses coordonnées, d'accord, et qui va sortir donc visible, donc 0 ou 1. Ok. Et donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que par exemple, pour affecter donc le signal R, donc on va le faire comme un multiplexeur, d'accord. Donc 2 vers 1. Donc 2 vers 1, c'est-à-dire qu'on va avoir deux entrées possibles, mais en fonction de la commande. Donc il n'y en a qu'une seule qui va se retrouver en sortie. Donc là, par exemple, comme c'est un signal sur 4 bits, on va pouvoir mettre en entrée donc un rouge intense. Donc le rouge intense se traduit par la valeur 4, 1, d'accord. Ok. Et sinon, on va mettre noir, d'accord. Par exemple, on dit par exemple si c'est visible, on met 1, 1, 1, 1. Et si on n'est pas dans la zone visible, on met que des zéros, d'accord. Et ainsi, on va pouvoir affecter le rouge. Donc, c'est le même principe pour le signal G et le signal B. Voilà, donc voici ce à quoi on va aboutir à la fin du code.
Donc on repasse au code. Donc alors, donc on va affecter le signal visible. Donc visible va prendre la valeur 1 quand on est dans la zone du visible. Donc comment on peut utiliser hashcode et vcode pour savoir. Donc hashcode, je rappelle que donc si on est dans les pixels qui sont dans euh, euh, la zone du visible, donc c'est pour la coordonnée horizontale, donc c'est euh, T10, d'accord? Quand hcord est inférieur à cette coordonnée-là. Et il faut aussi que vcord soit aussi dans la zone du visible. Donc là, ça va être la valeur qu'on avait écrit là, qui est T10V. Voilà. Donc il faut que vcord soit comme ça. Donc, pardon, j'ai oublié de mettre le when. D'accord. Et sinon, ça veut dire que on aura visible va prendre la valeur 0. Et c'est comme ça qu'on termine l'affectation de visible, mais surtout il ne faut pas oublier les parenthèses. Voilà. Donc ici on voit qu'on a notre commande qui est soulignée par une ligne brisée rouge pour indiquer qu'il y a une erreur. En fait ça vient du fait qu'on a utilisé un signal visible mais qu'on n'a pas déclaré. Alors que comme on le voit sur le schéma, donc on voit bien que le visible serait ici, et donc c'est bien une variable qui est interne au composant. Donc il faut encore la déclarer. Donc on va le faire tout de suite. Donc signal visible, et on a vu donc dans le traitement des données, donc c'est une valeur qui va prendre une variable qui va prendre soit la valeur 0 ou 1, donc c'est un standard logique. Ok, et donc voilà. Donc voilà, vous voyez, l'erreur est partie. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on peut s'occuper de l'affectation des signaux RGB. Donc là, je vais juste faire un copier-coller parce qu'on a déjà vu toutes les notions nécessaires. Donc ici, vous voyez que j'ai affecté, donc j'ai encore utilisé des structures when else, ok. Le but là, ça va être d'afficher un fond d'écran en rouge, et du coup, lorsqu'on est dans la zone visible, on voit que là, je mets le signal rouge avec que des 1, donc c'est-à-dire qu'on aura un rouge intense, alors que le vert et le bleu seront à 0. Et en plus, je mets que si on n'est pas dans la zone visible, dans ce cas, donc le signal rouge sera affecté de la valeur 0, c'est-à-dire qu'on n'aura que du noir euh, pour le signal rouge. Et les autres signaux seront euh, qu'avec des 1, c'est-à-dire on aura un mélange euh, de bleu et de vert lorsqu'on est en dehors de la zone visible. Et du coup, donc, le fait d'avoir fait ça, ça va nous permettre de savoir si l'écran est centré. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on a terminé avec le code VHDL. Donc, à partir de là, donc, il est fonctionnel. Cependant, on ne peut toujours pas afficher un écran avec une couleur uniforme parce qu'il nous reste à écrire le fichier de contrainte. Et donc, c'est ce qu'on va s'attacher à faire lors de la vidéo qui arrive. Donc, soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et pour ne pas la manquer, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner. Et puis, si vous avez aimé, vous pouvez aussi liker. Et puis, du coup, ciao, à la prochaine!